Salut à tous! Quel est le meilleur type de découverte archéologique? Est-ce celui qui peut être compris au moment où il est vu pour la première fois, ou est-ce celui qui provoque un sentiment de mystère? Si vous êtes comme nous, vous serez d'accord pour dire que c'est le second type. Nous apprécions tous un bon mystère, et si c'est un mystère ancien avec un peu d'histoire attachée à lui, c'est encore mieux. Vérifions-en quelques-uns. C'est parti! Temple grotteux de Sâncaveș. Ce qui est clair concernant le temple grotte de Sâncaveș à Sânca en Roumanie, c'est qu'il représente une prouesse extraordinaire de construction et d'ingénierie, ayant été construit comme un lieu de culte. Ce qui est moins clair, c'est qui l'a construit, quand il a été construit ou pourquoi il a été construit. Également connu sous le nom de monastère et temple du destin pour les personnes vivant à proximité, la grotte a été taillée dans les roches de son emplacement souterrain il y a environ 7000 ans. D'après les preuves trouvées sur le site, elle a été utilisée par plus d'une confession religieuse au fil des nombreuses années. À certains endroits, vous trouverez l'étoile de David gravée dans le mur, tandis que le yin-yang chinois figure ailleurs. Le complexe du temple est divisé en 9 pièces, dont 2 semblent être des chapelles. La lumière est fournie par une série de puits qui remontent à la surface et deviennent des puits de lumière. Comme il y a une ancienne forteresse à proximité, certains archéologues ont spéculé que la grotte et la forteresse étaient autrefois reliées par un tunnel, mais aucune preuve d'un tel tunnel n'a été trouvée jusqu'à présent. Miel fou. Au cœur des montagnes du Népal, un secret naturel rare et périlleux est minutieusement récolté par des hommes courageux, connus comme les chasseurs de miel. Le miel qu'ils recherchent, appelé miel fou, est produit par les abeilles de l'Himalaya. Une espèce unique et de grande taille, dont les ruches se trouvent sur des falaises escarpées à des centaines de mètres du sol. Ce miel possède une couleur orange intense et est entouré d'une aura de mystère et de danger. Ce n'est pas seulement le miel le plus rare de la région, mais aussi l'un des plus puissants et hallucinogènes au monde. Il est produit durant la floraison de plantes endémiques de l'Himalaya, qui contiennent des composés psychoactifs. Ces composés se concentrent dans le miel, donnant une substance aux propriétés à la fois médicinales et hallucinogènes. Pour atteindre le miel fou, les chasseurs népalais utilisent des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. D'abord, ils fabriquent des échelles de fortune en corde attachées au sommet des falaises. Avec courage et une grande habileté d'équilibre, ils grimpent ces échelons précaires qui oscillent sous l'effet du vent, tandis que le bourdonnement des abeilles crée une ambiance de tension. Une fois au sommet, à proximité des ruches, ils commencent à brûler des feuilles sèches, utilisant la fumée pour éloigner temporairement les abeilles et réduire l'agressivité de l'essaim. Malgré la fumée, la tâche est exténuante et dangereuse. Les abeilles de l'Himalaya, géantes comparées aux abeilles ordinaires, défendent leurs ruches avec férocité. Les chasseurs de miel doivent travailler vite et avec précision, découpant les rayons de miel avec des machettes et les déposant dans des paniers qu'ils portent attachés à leur corps ou fixés à de longues perches en bambou. L'opération exige des nerfs d'acier, car toute erreur peut entraîner des chutes fatales ou des attaques sévères des abeilles. Le miel fou possède une renommée légendaire. De petites doses sont réputées pour leurs effets médicinaux et sont utilisées par les communautés locales pour soulager les douleurs, améliorer la circulation sanguine et comme tonique pour le corps. Cependant, en quantité légèrement plus grande, il provoque une expérience hallucinogène profonde avec des effets pouvant durer plusieurs heures. Les témoignages de ceux qui l'ont expérimenté parlent de sensations d'euphorie, de visions colorées et d'une connexion intense avec la nature environnante. Pour certains, le miel les transporte dans un état de conscience élargi, tandis que d'autres éprouvent des nausées et des vertiges. En raison de ses propriétés, le miel fou est extrêmement prisé et recherché non seulement par les peuples locaux, mais aussi par des aventuriers et curieux du monde entier. Cependant, il n'est pas facile à obtenir tant en raison de la difficulté de la récolte que de la quantité limitée produite chaque année. La récolte ne peut être faite que quelques fois par an lorsque les fleurs qui produisent le nectar psychoactif sont en pleine floraison et que les conditions climatiques permettent l'escalade périlleuse. Chaque morceau de ce miel est un témoignage du sacrifice des chasseurs népalais qui risquent leur vie pour perpétuer cette tradition unique. Pour eux, la récolte du miel fou va au-delà d'un simple revenu économique. C'est une connexion spirituelle avec la nature et un hommage à la culture ancestrale qu'ils préservent avec fierté. La tradition de la chasse au miel fou reste vivante, défiant le temps et les difficultés du terrain. Elle est un témoignage de la résilience humaine et de la quête des secrets cachés dans des lieux inhospitaliers et sauvages. Ce miel est bien plus qu'une rareté, il est le symbole d'une tradition et d'un mystère qui peut-être ne seront jamais entièrement élucidés. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Stèle de Copan. Les ruines mayas s'étendent sur de vastes zones de l'Amérique du Sud, mais l'une des ruines les plus spectaculaires est l'ancienne ville de Copan au Honduras, près de la frontière du pays avec le Guatemala.
Elle est abandonnée aujourd'hui, mais pendant la période classique de l'histoire maya entre les années 500 et 900, elle abritait environ 20 000 personnes, toutes disparues presque instantanément lorsque le royaume s'est effondré. Au fil des siècles, Copan a été soumis à une forte érosion due au flux de la rivière Copan, mais suite à la redécouverte du site par les colons européens, le cours de la rivière a été ajusté pour protéger le site de nouveaux dommages. Copan est particulièrement remarquable pour sa collection énorme de gravures hiéroglyphiques mayas, dont près de 5000 ont été découvertes jusqu'à présent, mais les nombreuses stèles de 4 mètres de haut, souvent couvertes de portraits, tendent à susciter tout autant d'intérêt de la part des visiteurs. L'histoire entière de la maison royale de Copan est racontée dans les glyphes trouvés sur les marches de l'escalier hiéroglyphique, qui est le monument le plus emblématique du lieu. Les gens ont dû littéralement déplacer une rivière pour le sauver, mais cela en valait la peine. Grottes de Cainton. Si vous voyez l'entrée des grottes de Cainton dans un champ d'un fermier dans le Shropshire en Angleterre, vous supposeriez probablement qu'il ne s'agit de rien de plus qu'un grand trou de lapin. Ce n'est pas le cas, cependant. En vous faufilant à travers le trou, vous trouverez votre chemin vers un réseau souterrain de tunnels et de cavernes. Certains historiens croient que c'était un lieu de réunion secret pour les légendaires chevaliers templiers, bien que cette idée ne convainc pas tout le monde. De nombreux archéologues estiment qu'il est plus probable que les grottes soient des grottes creusées, soit au XVIIIe, soit au XIXe siècle. Cela est bien plus d'un siècle après que l'ordre des chevaliers templiers ait été dissous pendant les années 1600. Même si cela est vrai, personne ne sait pourquoi elles ont été faites ou quel but elles ont servi autrefois. Il y a des preuves dans les grottes de rites de magie noire ou de pratiques occultes, mais les archéologues croient que c'est un développement plus récent, avec des croyants dans l'occulte ayant accédé aux grottes pour effectuer leurs rituels au cours des dernières décennies. Les grottes ont été partiellement scellées depuis 2012 pour empêcher quiconque d'entrer et de causer des dommages, mais le mystère demeure. Fort de Chittor. Une stamba est un type spécial de tour qui est particulier à l'Inde. Le mot indien pour victoire est Vijaya, donc Vijaya Stamba est la tour de la victoire. Vous trouverez la tour de la victoire à l'intérieur du fort de Chittor à Chittorgarh au Rajasthan. C'est un monument imposant et il a été construit sur ordre du roi Rajput hindou Maharana Kumbha de Mewar. Le roi voulait un monument approprié pour commémorer sa victoire sur l'armée de Malwa de Mahmud Khalji lors de la bataille de Sarangpur en 1437. Il a fallu 11 ans pour construire la tour, les travaux étant finalement achevés en 1448. Sans surprise, étant donné la foi des personnes qui l'ont construite, le monument est également dédié au dieu hindou Vishnu. Outre le fait d'être une prouesse architecturale étonnante, Vijaya Stamba est couverte d'inscriptions historiquement significatives. Toute l'histoire la plus haute est une généalogie complète des dirigeants de Chittor et des actes qu'ils ont accomplis pendant leur règne. Le nom de l'architecte, Sutradhar Jaita, qui a construit la tour, est également enregistré sur ses murs, tout comme le sont les noms de ses fils qui l'ont assisté. Peut-être la chose la plus surprenante à propos de l'ensemble du monument, cependant, est la présence d'une image de la déesse Jain Padmavati à l'histoire la plus haute, représentant ainsi le pluralisme religieux de l'époque où elle a été construite. Fontaine des 99 bouches. Le nom de la fontaine des 99 bouches à l'Aquila en Italie vous dit presque tout ce que les historiens et les archéologues savent sur le monument. Nous pouvons vous dire que c'est une belle chose à regarder, mais nous n'avons aucune idée de qui l'a faite ou pourquoi. Elle est très probablement un produit de l'époque médiévale, et le fait que chacun des visages sculptés autour des 99 bouches de la fontaine ait des traits faciaux uniques suggère qu'ils représentent de vraies personnes. Il est possible qu'ils puissent être des représentations de personnes qui étaient influentes dans la ville pendant le XIIIe siècle, mais cela n'expliquerait pas pourquoi ils sont entourés de symboles païens, de créatures mi-humaines, mi-animales et de figures démoniaques. Pendant longtemps, il a été supposé que chaque bouche représentait l'un des nombreux châteaux qui se tenaient dans cette partie du monde. Mais des recherches plus récentes ont prouvé qu'il y avait au plus 70 châteaux ici, et même ce chiffre pourrait être exagéré. Pourquoi y a-t-il 99 bouches? Pourquoi l'architecte a décidé que s'arrêter à 99 était une meilleure idée que d'en faire un joli chiffre rond de 100? Nous ne savons pas, car nous ne savons même pas qui était l'architecte. Porte ancienne. Il y a une porte à Rivo-du-Tri, en Italie, qui ne mène nulle part, ou le fait-elle? Il s'agit de la porte alchimique de Rivo-du-Tri et elle se dresse dans un petit village sabine depuis le XVIIe siècle. Le village autour a été presque entièrement détruit par un tremblement de terre en 1948, mais la porte est restée debout.
Cela n'a fait qu'accroître sa réputation d'avoir des qualités surnaturelles. À l'origine, cette réputation venait des symboles gravés sur sa surface. Ils sont mystérieux et leur véritable signification est inconnue, mais certains experts les ont interprétés comme des références à la grande transmutation, comme dans le processus de transformation d'autres métaux en or. Une autre interprétation dit que les symboles représentent la transmutation d'une âme d'un état d'ignorance à un état d'illumination. Certains des symboles peuvent être identifiés comme chrétiens, mais d'autres sont païens, alchimiques et même kabbalistiques. C'est un tel mystère que personne ne peut même s'accorder sur l'effet de passer à travers la porte. Certains disent que c'est une porte vers l'illumination et d'autres disent que c'est un moyen infaillible de ramasser une malédiction. En réalité, elle mène à un parc commémoratif pour les victimes du tremblement de terre. Reliques du Michigan. Examinons les reliques du Michigan. Ces artefacts sont parfois également appelés les fraudes de Scotford, ce qui en dit long sur ce que pense la communauté archéologique à leur sujet. Si nous prenons les affirmations à leur valeur nominale, les reliques ont été trouvées au XIXe siècle et démontrent qu'il y avait autrefois un établissement plein de gens du Proche ou Moyen-Orient vivant près du Michigan aux États-Unis dans les années précédant l'arrivée de Christophe Colomb. Nous savons que Colomb était loin d'être la première personne non autochtone à arriver en Amérique, mais cette affirmation semble scandaleuse. La personne qui a prétendu avoir trouvé les objets était le propre James Scotford du Michigan, qui a continué à jurer que ces artefacts étaient authentiques, même sur son lit de mort. Certains mormons éminents ont relié les artefacts à leur religion et disent qu'ils servent de preuve des récits racontés dans le livre de Mormon. Les archéologues professionnels disent que les prétendus hiéroglyphes imprimés sur les nombreux coupes, bossages et autres objets sont insensés et portent des traces de preuves des outils et matériaux du XIXe siècle utilisés pour les fabriquer. Pendentif en or. Continuons avec une découverte qui s'est produite en janvier 2023, ou du moins partiellement produite en janvier 2023. Ce superbe pendentif en or et émail a été trouvé dans le vieux quartier de la ville de Mayence en Allemagne en 2008. Les experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'un reliquaire du XIIe siècle, mais ne pouvaient pas l'ouvrir pour le découvrir, car l'état délicat de l'artefact signifiait que l'ouvrir sans le briser était impossible. Ils ont essayé de le radiographier en 2008, mais les résultats étaient non concluants. Ils ne doutent désormais plus qu'il s'agit bien d'un reliquaire, car le pendentif a été scanné en 2023 en utilisant une méthode connue sous le nom de tomographie au neutron. Les résultats montrent 5 petits paquets à l'intérieur du pendentif, dans chacun desquels se trouvent des éclats d'os. On présume que ce sont les restes partiels d'une figure religieuse importante, bien qu'il ne soit jamais possible de vérifier l'identité de cette personne. Les reliquaires, comme celui-ci, contenaient généralement aussi une bande de parchemin pour proclamer le nom de la personne dont ils contiennent les restes, mais cela ne semble pas avoir été le cas pour celui-ci. Cette nouvelle méthode prometteuse peut maintenant être utilisée sur d'autres artefacts anciens pour jeter un coup d'œil à l'intérieur sans les endommager. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Falaise de Virtaka. Il faudrait remonter très loin dans le temps pour comprendre les marques sur la falaise de Virtaka dans la paroisse de Krimulda en Lettonie. Elles sont considérées comme la collection la plus riche de marques de pétroglyphes livoniens dans le monde et personne ne sait avec certitude quel âge elles ont. Les anciens livoniens prétendaient avoir vécu sur la terre de Lettonie pendant 5000 ans, bien que cette affirmation soit impossible à prouver et ils sont maintenant considérés comme éteints après le décès du dernier locuteur natif livonien en 2013. Les marques, qui présentent quelques similitudes avec des marques gravées sur des roches ailleurs en Europe par les premiers païens, ont été découvertes par le chercheur de grottes Guntis et Ninch en 1986. La plupart d'entre elles sont des croix, des cercles ou des motifs en zigzag, bien qu'il y ait également des figures humanoïdes et d'autres formes géométriques. Guntis a spéculé qu'il s'agissait de marques territoriales, bien que la raison pour laquelle quelqu'un graverait des marques territoriales dans un lieu aussi éloigné et difficile d'accès soit peu claire. Presque toutes les connaissances sur les Livoniens ont été éteintes après que pratiquement toute la population livonienne a péri pendant les croisades livoniennes au XIIIe siècle. Donc tristement, il est probable que nous ne comprendrons jamais pleinement ce que ces marques étaient censées signifier. La chapelle de Rosslyn. La chapelle de Rosslyn est restée tranquillement en Écosse depuis 1456, mais après la publication du roman de Dan Brown, Le Code de Vinci, elle est devenue un point chaud de spéculation et de mythe, la reliant à la fois au Saint Graal et aux chevaliers templiers.
La plupart de ces spéculations sont infondées, mais la chapelle possède certaines propriétés étranges qui ne peuvent pas être expliquées. Elle est restée vide entre les années 1592 et 1842, période après laquelle la signification originale de nombreuses inscriptions complexes sur les piliers et les plafonds avait été oubliée. Elle défie toute traduction et certaines d'entre elles semblent dépeindre des types de maïs et de blé qui auraient dû être inconnus en Europe jusqu'à ce qu'ils soient ramenés des Amériques au XVIe siècle. Encore plus mystérieux est le caveau scellé derrière la chapelle auquel aucune entrée ne peut être trouvée. Tout, des joyaux de la couronne écossaise au reste de Jésus-Christ, a été dit être là, préservé pour les siècles. Il doit être tentant de démolir un mur et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur une fois pour toutes, mais il est peu probable que la permission pour un tel acte de vandalisme soit jamais accordée. Mosaïque de 3000 pierres. En septembre 2021, des archéologues turcs ont découvert une mosaïque tellement significative qu'ils la revendiquent comme l'ancêtre de toutes les autres mosaïques méditerranéennes. C'est une affirmation audacieuse, alors vérifions. Cet agencement minutieux de plus de 3000 pierres a été trouvé dans les restes d'un temple hittite vieux de 3500 ans à Uşaklı-Höyük. Les pierres ont perdu certaines de leur couleur au fil du temps, mais elles auraient été à l'origine de nuances noires, rouges et beiges, disposées en formation courbe et triangulaire, créant ainsi la mosaïque. Elle est environ 700 ans plus vieille que la plus ancienne mosaïque de sol ou murale connue en Grèce. La découverte des restes d'un palais sur le même site signifiait que Uşaklı-Höyük est devenu un candidat pour l'emplacement de la ville perdue depuis longtemps de Zipalanda. Le nom de la ville apparaît sur de nombreuses tablettes hittites anciennes et était connu comme un lieu où les gens venaient adorer le dieu de l'orage hittite, mais son emplacement précis était toujours resté un mystère. En décembre 2022, après une autre série de découvertes, les archéologues et les scientifiques ont éliminé tout doute et ont finalement pu confirmer que Zipalanda avait été retrouvé une fois de plus. Codex Boturini. La nature sauvage de la conquête espagnole des Aztèques a conduit à la destruction de presque tous les enregistrements des cultures sud-américaines, nous laissant avec de grands mystères et des lacunes dans notre connaissance. L'un des rares enregistrements que nous avons cependant est le Codex Boturini. Si vous croyez que le document est authentique, il raconte le récit de la migration du peuple aztèque depuis Aztlán à la suite du début de la conquête espagnole au XVIe siècle. Le nom de Codex Boturini vient de l'érudit italien Lorenzo Boturini Benaducci, qui a étudié le codex de près au XVIIIe siècle et a été la première personne à le porter à l'attention internationale en Europe. La controverse sur l'authenticité du codex vient du fait que l'écriture dessus, qui est en nahuatl, a été ajoutée de nombreuses années après les dessins. L'histoire racontée dans le codex commence en 1168 et relate des moments importants de l'histoire aztèque jusqu'à 1355, peu avant la fondation de Tenochtitlan. Il est possible que l'auteur n'ait jamais eu l'opportunité de terminer son travail, mais il est également possible qu'il s'agisse d'un faux. Il serait agréable de connaître la vérité. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.